Merci Hervé pour cette présentation. Bonjour à tous. On est ravis d'être ici aujourd'hui avec vous pour vous parler de nos métiers de recyclage de batteries, lithium et batteries véhicules électriques et les solutions que Veolia et Sarpi proposent face à ce marché qui croît très très rapidement en Europe et un peu partout dans le monde. Donc aujourd'hui, on va parler tout d'abord du contexte de marché et des réglementations, la concurrence en Europe, la stratégie et notre modèle commercial. Ensuite, Fatima va vous expliquer un peu plus en détail les procédés de recyclage de batteries qu'on a sur nos deux sites, Eurodios Industrie, qui est dédié au procédé pré-traitement mécanique et extraction de la black mass, la poudre noire qui contient les métaux stratégiques, et aussi le procédé hydrométallurgie qui est pour une extraction sélective des métaux nickel, cobalt, lithium et cuivre qui sont dans cette black mass. Et ensuite, on va parler aussi de notre planning de développement sur un site qui est en construction à Amnéville, un procédé hydrométallurgie. Donc, pour vous donner un peu le contexte de marché, donc, vous êtes au courant certainement qu'il y a des annonces qui ont été faites en Europe, mais aussi partout dans le monde, sur l'arrêt des véhicules thermiques. Il y a pas mal de pays qui ont fixé des objectifs à partir de 2025, à partir de 2030, à partir de 2035, en France par exemple. Et donc, ça nécessite l'installation et le développement de ce qu'on appelle les gigafactories. Ça veut dire les usines de fabrication des batteries et des véhicules électriques. Donc, en Europe, aujourd'hui, on a à peu près une trentaine de projets d'usines de production de batteries en Europe. Rien qu'en France, il y a trois projets en fait, de gigafactories. Il y a Verkor qui est construit à Dunkerque, Envision qui est en train de construire une usine à Douai et aussi ACC qui se base sur les trois sites Poitiers, Nersac et Bordeaux dans le sud de la France. Donc, rien qu'en France, on peut voir quand même qu'il y a pas mal de projets de gigafactories qui sont en cours. Ces gigafactories, ils vont produire des batteries pour les véhicules électriques et en même temps, pendant leur procédé de fabrication des batteries, ils produisent pas mal de déchets, ce qu'on appelle les robots de fabrication des batteries ou les scraps, et qui arrivent sur le marché de recyclage. C'est en fait un tonnage qui est instantanément disponible sur le marché de recyclage, alors que les batteries des véhicules électriques arrivent à peu près avec 10-15 ans de décalage à partir du moment où ils sont en fait fabriqués et l'arrivée sur le marché de recyclage. La durée de vie des batteries véhicules électriques en Europe, c'est à peu près 10-15 ans. Donc, d'un côté, on a un tonnage des scraps qui arrive tout de suite sur le marché de recyclage. C'est un tonnage assez conséquent. Et de l'autre côté, on a des batteries des véhicules électriques qui vont arriver 10-15 ans après leur utilisation. Pour vous donner une idée, 1 gigawattheure, oui, c'est toujours sur les slides précédents, 1 gigawattheure, c'est équivalent à peu près 25 000 de batteries véhicules électriques. Donc, une usine d'1 gigawattheure va produire à peu près 25 000 véhicules électriques avec une puissance moyenne de 40 kWh. Et 1 gigawattheure, une usine d'1 gigawattheure produit à peu près 100 à 200 tonnes de scrap. Ça veut dire les déchets qui doivent arriver sur le marché de recyclage. Donc, on estime à peu près 600-700 gigawattheures en Europe d'ici 2030. Ça représente à peu près 60 à 120 000 tonnes de robots de fabrication qui sont éligibles au recyclage. Donc, que dit les réglementations concernant les batteries en fin de vie, pour le recyclage des batteries en fin de vie et aussi pour les scraps. Donc, aujourd'hui, les réglementations européennes impose un taux minimum de recyclage de batteries lithium, soit les batteries des portables, téléphones portables, soit les batteries des véhicules électriques. Donc, on a une obligation de recycler 50% de la masse des batteries lithium. À partir de 2025, 50% passe à 65%,
Et à partir de 2030, on passe à 70% de recyclage de la masse de batterie. Ensuite, aujourd'hui, il n'y a pas en fait de réglementation pour un recyclage des métaux stratégiques qui sont dans la fabrication des batteries et notamment dans la cathode. À partir de 2025, les réglementations vont nous imposer, nous, en tant que recycleurs, 90% de recyclage de cobalt, de cuivre et de nickel et 35% de lithium. Il y a des discussions même que les réglementations vont nous imposer même 70% de recyclage de lithium dès 2025, ce qui est très ambitieux. Et à partir de 2030, on va passer à 95% de recyclage de cobalt, nickel et cuivre et 70% de recyclage de lithium. Ensuite, ce qui va vraiment changer le marché de recyclage, c'est à partir de 2030, où les réglementations imposent aux fabricants des batteries la réutilisation des métaux issus de recyclage. Donc, à partir de 2030, les fabricants des batteries des véhicules électriques doivent utiliser 12% de cobalt dans la fabrication de leurs batteries, utiliser 12% de cobalt, 4% de nickel et 4% de lithium qui sont issus de recyclage. À partir de 2035, ça va passer à 20% de cobalt, 12% de nickel et 10% de lithium. C'est vraiment des réglementations hyper ambitieuses. Soit côté technique pour le développement et en fait la croissance des capacités qui sont en Europe et aussi pour les taux de recyclage qui sont vraiment techniquement et voilà, côté investissement et aussi développement qui sont assez ambitieux. Oui. Donc, là, le contexte au marché fait qu'il y a de plus en plus de batteries en fin de vie, de plus en plus de déchets éligibles au recyclage et qui arrivent sur le marché. Les réglementations sont très ambitieuses et on en est où en fait par rapport à la concurrence et les recycleurs en Europe. Donc aujourd'hui, en Europe, on peut identifier à peu près 19 acteurs clés qui sont installés en Europe. Vous pouvez voir la répartition par pays. Donc, c'est l'Allemagne qui développe plus de capacités. En France, on peut dire que c'est majoritairement Veolia et Sarpi présents sur le marché. Il y a aussi des développements dans les pays nordiques et aussi dans les pays de l'Est où il y a pas mal de gigafactories et projets de fabrication des batteries. Donc, aujourd'hui, on annonce une capacité à peu près à 200 000 tonnes par an pour le recyclage de batteries, mais sachant que tout ça, en fait, c'est des capacités annoncées. Et ce qu'on peut identifier réellement sur le marché, c'est 7 acteurs qui sont opérationnels avec une capacité équivalente de 26 000 tonnes par an. Donc, Veolia Sarpi en Europe, avec notre unité opérationnelle aujourd'hui, qui est basée à Dios et ce qu'on construit à Amnévy. Nous, on représente à peu près 25% de capacité sur le marché batterie lithium et véhicules électriques. Donc, pour résumer, on est face à un marché qui croît très rapidement. Donc, il y a pas mal de tensions sur le marché parce qu'il y a un manque de capacité de traitement, donc soit capacité de traitement pour la partie pré-traitement mécanique et extraction de la black mass et aussi sur la capacité hydrométallurgique. Je pense que l'usine qu'on construit aujourd'hui à Amnéville fait partie des premières unités hydrométallurgiques qui sont en cours de construction à l'échelle industrielle en Europe. Deuxième contexte, c'est que, deuxième sujet, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ce développement nécessite des investissements très lourds. Et en plus, il faut mettre à côté les démarches et les délais administratifs qui sont très longs en général en Europe pour augmenter la capacité, pour construire des nouvelles usines, ce qui aussi, d'autre part, augmente cette tension forte sur le marché. Et aussi, comme je vous ai expliqué, c'est les réglementations qui sont très ambitieuses d'un côté et opaque parfois parce que là aujourd'hui on a des réglementations qui sont appliquées aux batteries lithium et batteries des véhicules électriques, mais par rapport à tout ce qui est robots de fabrication des batteries aujourd'hui c'est pas clair si les réglementations sont appliquées ou pas. Donc on risque de perdre ces robots de fabrication qui contiennent quand même des métaux stratégiques aux autres pays, notamment en Asie et aux États-Unis.
Donc, là, on connaît le contexte du marché et ce que Veolia et Sarpi proposent face aux enjeux et aux challenges et défis de marché aujourd'hui, c'est qu'on investit. Déjà, on a en fait un site opérationnel qui est à Dios, Eurodios Industrie, qui fait toute l'étape de stockage des charges électriques, broyage, séparation mécanique, extraction de la poudre noire, la black mass. Et ensuite, on a fait un investissement l'année dernière, une unité hydrométallurgique qui est en construction à Metz, à Méville, pour faire l'extraction des métaux stratégiques comme cobalt, nickel, cuivre et lithium à partir de 2025 et cobalt, nickel, cuivre à partir de 2023, dès l'année prochaine. On a pas mal de projets en Europe. Donc, on construit une usine en Angleterre, on construit une usine en Slovénie. On est en train de regarder le marché allemand et aussi le marché en Pologne. Donc, l'objectif, c'est atteindre une capacité de 10 000 tonnes par an de capacité dans chaque usine de pré-traitement d'ici 2025. On a aussi des projets aux États-Unis et aussi en Chine. Donc là, aujourd'hui, on va plutôt regarder le marché Europe, mais Veolia est présent partout dans le monde et on a des projets aussi dans l'Asie et aussi aux États-Unis sur ce marché. Donc, notre stratégie, c'est de fermer la boucle de recyclage. Ça veut dire que notre objectif, c'est vraiment extraire les métaux avec une qualité qui nous permet de les réintégrer dans la fabrication des nouvelles batteries. Donc aujourd'hui, Veolia Sarpi, on est positionné sous la chaîne de valeur, sur la partie pré-traitement mécanique et aussi sur l'étape isométallurgie. Donc vous pouvez voir l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc tout commence à partir de l'extraction minière, raffinage des minerais, la production des cathodes, la production des batteries. Les batteries sont mises sur le marché dans les véhicules électriques et les véhicules électriques et les batteries qui arrivent en fin de vie arrivent sur le marché du recyclage. Donc, nous, on est positionné sur le recyclage et on cherche et on développe des partenariats à tous les niveaux sur la chaîne de valeur dans l'objectif d'être sûr que ces métaux qu'on extrait seront en bonne qualité et qui seront acceptés par nos partenaires pour la fabrication des nouvelles batteries. On peut produire aussi des qualités en fait médium, ce qu'on appelle des qualités médium, qualités techniques, qui peuvent être aussi réintégrées dans les autres applications d'ici 2030, où les réglementations nous imposent la réintégration de la chaîne de valeur de fabrication de batteries. On peut aussi les réintégrer dans le marché de catalyseur et le marché d'inox si on a des produits de qualité technique. Donc, on a deux modèles commerciaux. Donc, on peut proposer à nos clients et nos partenaires potentiels deux modèles selon leurs intérêts. Donc, un modèle, c'est que dans tous les cas, le client doit payer un prix de traitement, ce qui couvre un peu en fait nos coûts OPEX et nos coûts de traitement. Et ensuite, une fois on a extrait les métaux, on les valorise sur le marché ou on les réintègre, soit on les valorise sur le marché, on rend la valeur de ces métaux à notre client, soit on rend les métaux à nos clients, donc ce qu'on appelle le modèle de tolling ou TAF, travail à façon. On peut rendre les métaux à nos clients pour les réintégrer dans la fabrication des nouvelles batteries. Donc, c'est vraiment deux modèles qu'on a aujourd'hui et selon l'intérêt de chaque client, on peut proposer l'un ou l'autre. Donc, ça intéresse. Là, aujourd'hui, les gens sont plutôt intéressés par un modèle de revente des métaux et en fait un payback de la valeur des métaux à notre client. Mais on peut voir qu'avec des situations comme par exemple la guerre en Ukraine et en fait l'augmentation de prix de nickel et même les autres métaux, on voit que les clients sont de plus en plus sensibles pour avoir accès aux matières premières et aussi sécuriser cet accès aux matières premières. Donc, le modèle de travail à façon devient de plus en plus intéressant et notamment qu'il faut quand même garder ces métaux-là en Europe et s'assurer qu'en fait, ça va être resté en Europe parce que c'est quand même une mine secondaire des métaux nickel, cobalt et qui sont déjà en Europe et il faut éviter de les perdre aux autres pays et aux autres continents.
Donc voilà, en fait, ça c'était un peu le contexte au marché. Là, Fatima va vous présenter un peu plus l'aspect technique et process sous les deux sites et les procédés de traitement qu'on a aujourd'hui. Alors, comme le disait Shamnam, on a 2 sites qui vont travailler sur le projet Revision, donc de recyclage de batteries de véhicules électriques. Donc, on a le site de Orojazz Industries, qui lui recycle des batteries depuis 1995. Il traite environ 7000 tonnes par an qui sont recyclées, donc ce sont soit des piles, soit des batteries. 3000 tonnes par an qui sont triées. Sur le site, il y a environ 50 collaborateurs et on a 3 ISO, donc la 14001, la 45001 et la 9001. Sur Orojazz Industries, du coup, on a un process de recyclage qui sera dédié aux batteries de véhicules électriques. Donc, dans un premier temps, la batterie, elle est déchargée. Ensuite, on a toute une phase de démantèlement et d'extraction des modules. Donc, c'est fait à la main, donc c'est manuel, c'est du travail manuel. Et puis ensuite, on a une machine qui permet du coup de découper les modules. La découpe des modules nous permet de récupérer du coup les cellules. Et là, en fait, on a plusieurs broyeurs, donc des unités de broyage et de la séparation mécanique. Donc du coup, dans les cellules, on va retrouver du cuivre métal, de l'aluminium, du fer, des papiers plastiques et de la black mass. Donc le cuivre, l'aluminium, le fer et les papiers plastiques sont séparés et sont valorisés. Et la black mass, du coup, donc c'est la poudre qui va contenir les différents métaux que l'on souhaite recycler, à savoir le cobalt, le nickel et le lithium. Et cette poudre noire, donc, on va la récupérer sur le site de Cedilor. Du coup, sur le plan d'agrandissement de Orojazz jusqu'en 2025, le but, c'est d'augmenter notre capacité et donc en 2022, produire 1200 tonnes environ de black mass, donc broyer 2500 tonnes de modules et jusqu'en 2025, donc c'est pour arriver à une capacité de 3500 tonnes de black mass produite pour 7000 tonnes de modules. Tout ce qui est travaux R&D en cours, donc le site d'Orojazz est en train de travailler sur la qualité de la black mass et donc des différents taux de métaux que l'on arrive à récupérer à l'intérieur de la black mass. Ensuite, il travaille également sur le traitement des différents effluents qui sont liés à ce nouveau procédé. On a aussi une partie de la R&D qui travaille sur la valorisation du graphite, donc qui est contenu dans cette black mass, et sur comment régénérer les solvants qui sont présents dans les batteries. Et il y a une autre phase de R&D. En fait, pour le moment, on fait des décharges électriques et on est en train de travailler sur de la décharge électrochimique pour pouvoir se positionner du coup sur le marché des gigafactories qu'expliquait Shamnam précédemment. Donc sur le site de Cedilor, c'est là où nous allons récupérer donc la black mass et recycler les différents métaux. Donc le site de Cedilor, il est situé à Amnéville, donc en Moselle, pas loin de Metz. Le site de Cedilor, on a une centaine de collaborateurs. On traite 130 000 tonnes de déchets dangereux par an, donc solides ou liquides. Ça peut être du déchet minéral, de l'organique ou des solides qui seront incinérés. Et on a 15 ans d'expérience sur la valorisation d'hydroxyde de métal, vu qu'on a déjà une unité en fait, de valorisation de nickel dans un de nos déchets que l'on purifie et qu'on transforme en hydroxyde. Et là, on voit la photo, donc la vue de Cedilor en aérien avec l'endroit où du coup se situe la future unité d'hydrométallurgie. Sur notre process hydrométallurgique, donc il a démarré en début d'année, enfin la construction a démarré en début d'année. Là, sur l'année 2022-2023, on prévoit de réceptionner l'ensemble des équipements et du matériel pour démarrer du coup en octobre 2023 avec un traitement de 300 tonnes de black mass sur l'année 2023. Donc, notre process d'hydrométallurgie prévoit du coup de récupérer
la black mass de n'importe quel type de batterie. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est principalement le nickel, le cuivre, le cobalt et le lithium. Mais on a essayé de développer un process qui est robuste et qui permet du coup d'avoir toujours les mêmes qualités de produits ressortis, quelle que soit la fraction d'impuretés que l'on a dans la black mass. Donc, pour nous, les impuretés, ça va être principalement de l'aluminium et du manganèse. Et on voit que selon le type de batterie, sur le tableau, on a des écarts types de concentration d'aluminium et de manganèse qui peuvent être très importants. Et du coup, notre process, c'était vraiment de développer un procédé qui permet de traiter en fait tout type de black mass de batterie de véhicules électriques. Donc, en premier lieu, comme tous les process d'hydro, la black mass, elle est lixiviée. Donc, on attaque la black mass pour lixivier donc, les métaux. Et on a une séparation liquide-solide qui nous permet donc d'extraire le graphite de la black mass. Et nous, on travaille donc en phase liquide. Là, ensuite, on a un procédé d'extraction avec plusieurs réactifs qui nous permettent donc de récupérer des solutions de sulfate de cuivre, de sulfate de nickel et de sulfate de cobalt, que l'on pourra le but c'est soit d'essayer de les valoriser en forme liquide, donc sous forme sulfate, ou alors de les transformer en hydroxyde de métal pour les réintégrer dans la chaîne de production. Et à la fin, du coup, après avoir extrait donc, dans notre jus le cuivre, le nickel et le cobalt, donc tous les polluants se retrouvent en sortie de l'extraction numéro 3. Et donc, ces différents polluants sont traités par le biais de précipitation. Et ensuite, on arrive à récupérer donc, un liquide qui contient donc, du sulfate de lithium. Et là, à ce jour, on est en train de travailler sur comment transformer notre sulfate de lithium en différents produits. Le plan de croissance de Cedilor, donc pour le démarrage en 2023, on va traiter 300 tonnes de black mass et la capacité nominale de l'unité sera de 7000 tonnes par an de black mass. Donc, le but, ce serait d'arriver donc, aux alentours de 2030, où on commencera à traiter 7000 tonnes de black mass. Donc, on démarrera en 2024 par 3000 tonnes de black mass traitées, et on va y aller petit à petit pour arriver jusqu'aux 7000 tonnes de black mass, pour essayer de suivre le marché qui est en cours sur le recyclage des batteries. Au niveau de la R&D, on est toujours en train de travailler du coup sur l'efficacité et sur notre taux d'extraction des métaux pour pouvoir réussir à arriver aux 90 et 95% de la réglementation européenne, donc sur le nickel, le cobalt et le lithium. On travaille également sur la qualité de nos produits ressortis. Donc, comme le disait Shabnam, on est en cours de recherche pour trouver des différents partenaires qui pourraient récupérer nos produits ressortis afin de les réintégrer dans la chaîne de production de batteries. Et on travaille également sur tout ce qui est recyclage des eaux, donc nos bilans eau, la consommation de nos réactifs, et on a une phase de développement pour récupérer du coup le lithium, donc en carbonate de lithium. Et pour le moment, on arrive à récupérer 85% du lithium présent dans la black mass en début de process. Au niveau de nos spécifications produits, donc on arrive à ressortir des sulfates et des hydroxydes de métal, donc principalement de nickel et de cobalt de bonne qualité. On arrive à avoir des qualités proches du grade batterie. Mais encore une fois, ça dépendra de nos partenaires et de à quel moment on va vouloir intégrer nos différents produits dans la chaîne de production. Sur l'analyse de cycle de vie, donc de l'ensemble de notre process, donc je récupère la batterie sur le site de Rogers, je la décharge, je la démantèle jusqu'à le traitement de la black mass de Cedilor. Donc on a fait une analyse de cycle de vie. On est en train de la revoir avec toutes les nouvelles données que nous avons sur notre nouveau process d'hydrométallurgie. Mais l'activité de recyclage, elle a un impact plus faible comparé à la production de batteries neuves.
environ 85% de diminution d'impact environnementaux. Et on a un gain qui est fort sur les ressources minérales, vu qu'on n'a plus besoin de les extraire. Quant au bilan carbone sur notre process d'hydrométallurgie, donc quand on arrivera en 2030 au traitement de 7000 tonnes de black mass par an, on arrive à une balance CO2 de moins 24 000 tonnes de CO2 par an. En fait, ce qui consomme le plus de CO2 dans notre process, c'est vraiment les réactifs et un peu le transport. Donc, ce recyclage de batteries nous permettra d'avoir une économie de 1,9 tonnes de CO2 par tonne de batterie recyclée. Voilà, merci pour votre attention. Je reprends la main. Donc, merci beaucoup pour cette belle présentation. Donc, on voit les questions qui apparaissent dans le chat. Donc, je vous propose qu'on les aborde l'une après l'autre. Donc, je vais reprendre la première de Clément Lévard, donc, qui demande quelle doit être la pureté des métaux recyclés pour la production de nouvelles cathodes, ce que vous appelez grade batterie. Fatima, je pense que cette fois, juste, je veux dire qu'aujourd'hui, des fabricants de batteries, eux-mêmes, ils sont pas d'accord sur la qualité grade batterie. Donc, on part toujours de qualité grade batterie, mais chacun sa vision de grade batterie. Et donc, quand on participe à des RFI, c'est des Requests for Information. C'est ce qui est lancé de plus en plus par des Gigafactory et des clients. On voit que les spécifications demandées ne sont pas exactement la même chose. Fatima, si tu veux compléter, tu connais mieux. Oui, du coup, en termes de qualité, par exemple, sur certains fabricants, on a pu récupérer des valeurs et eux, ils regardent énormément donc, le ratio nickel ou cobalt sur les polluants. Donc, par exemple, sur un sulfate de nickel qui est à 20%, donc à 200 grammes litre, il va falloir 5 ppm de manganèse, 5 ppm de fer, 12 ppm de cadmium, 5 ppm d'aluminium, etc. Donc ça, c'est la qualité grade batterie. Très bien. Donc, question suivante, Éric Meux. Pourquoi avoir réparti l'activité sur 2 sites différents, Mosellan en plus? En fait, là, aujourd'hui, si on regarde, en général, on sépare les sites de pré-traitement et broyage mécanique et des sites hydrométallurgiques parce que c'est deux spécialités complètement différentes. Et en fait, chacun a des objectifs assez ambitieux. Ça veut dire que des sites de pré-traitement doivent améliorer la qualité de leur black mass. Et les sites hydrométallurgiques améliorer en fait l'extraction des métaux et en phase je veux dire, en termes d'expertise et aussi les besoins sur le site, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, on part toujours des hubs traitement mécanique, pré-traitement et des hubs hydrométallurgiques. Donc, c'est un modèle qui est aujourd'hui adopté par pas mal d'acteurs. Comme pour nous, parce qu'en fait, on ne part pas du tout de la même chose et ce n'est pas la même expertise sur les deux sites. Donc, notre objectif, notre stratégie, c'est vraiment de développer les sites broyage mécanique un peu partout en Europe et avoir des hubs hydrométallurgiques centralisés parce que ça nécessite en plus des investissements beaucoup plus importants que les sites broyage mécanique. Question suivante, Michel Batutiaco. Pardon. Comment gérez-vous les organiques? Ça, c'est pour Fatima. Sur les organiques, alors déjà, il y a une partie, quand les cellules sont broyées, c'est broyé sous eau. Donc, il y a une partie du solvant en fait, qui est récupérée dans l'eau. Donc, nous, quand on réceptionne sur Cedilor la black mass, on est inférieur à 1 gramme de COT dans notre jus de lixiviation. Et ensuite, le COT passe à travers nos trois éléments de récupération de métal. Et en fait, on les traite en fin de process.
Donc, je vois que c'est mentionné pyrolyse et calcination. Nous, on n'a pas en fait calcination et procédé thermique sur notre site. Nous, on travaille à la température ambiante pour des raisons écologiques et on essaye de gérer en fait sur le procédé hydrométallurgique comment on fait une extraction malgré la présence des organiques et des impuretés dans notre procédé hydrométallurgique. Bon, je me permets de rajouter un petit point, et la gestion des plastiques, pas des polymères. Là, aujourd'hui, en fait, les plastiques sont séparés dans l'étape séparation mécanique sur le site Eurodios Industries et ils partent en valorisation, valorisation énergétique. Donc, ça part en incinération parce qu'ils ont des capacités calorifiques assez élevées et aujourd'hui, ils sont déjà contaminés un peu avec tout ce qui est métaux comme nickel, cobalt et tout. Donc, ça c'est considéré comme les déchets dangereux. On ne peut pas les réutiliser. Il n'y a pas un repreneur pour les plastiques recyclés. Mais on cherche à valoriser ces plastiques-là demain. Ça fait partie de nos projets recherche et développement pour pouvoir valoriser la matière plastique. J'enchaîne avec la question suivante. Marianne LH. Merci beaucoup pour la présentation. Après broyage de la black mass, quelle est la granulométrie de la matière traitée par l'excipiation? La valeur exacte, je ne l'ai pas, mais on est en dessous de 20 microns. Aux alentours de 20 microns sur la qualité de la black mass. Donc c'est broyage très fin déjà, hein? Oui. Alors, question suivante, Hélène Porto. Donc, vous indiquez une récupération du graphite. Quelles sont les applications envisagées pour ce graphite recyclé, potentiellement réutilisable en batterie? Aujourd'hui, en fait, le graphite est récupéré, mais ce n'est pas valorisé. Donc, ça part toujours en incinération, en valorisation énergétique. Parce qu'aujourd'hui, la qualité de graphite qu'on extrait, il n'y a pas de repreneur pour ça. Mais on travaille avec une université sur la valorisation de ce graphite. Donc, c'est un projet de recherche à moyen terme qui est en cours. Parce que rien que pour respecter les obligations réglementaires à partir de 2025, on doit valoriser le graphite qu'on récupère. Donc, c'est un projet qui est en cours. Aujourd'hui, ce n'est pas valorisé, c'est valorisé énergétiquement, mais pas en matière. Mais l'objectif, c'est que d'ici 2025, on trouve une voie de valorisation matière pour les graphites. Donc là, il y a une question sur le positionnement de votre procédé par rapport à des concurrents. Donc, alors, je pense qu'en fait, parmi les concurrents, vous avez mentionné Umicore, Orano, Northvolt. Il faut savoir qu'en fait, Umicore, c'est un procédé thermique. Nous, on est un procédé hydrométallurgique, donc avec une émission de carbone largement inférieure, même si il y a des communications dans le sens où un procédé pyrométallurgique fait des émissions inférieures à hydrométallurgique, mais bon, nous, on n'y croit pas trop, mais bon, à voir. Donc, on sépare en fait déjà deux procédés complètement différents. Et d'autre part, en fait, nous, notre procédé hydrométallurgique est différent par rapport aux procédés classiques qui sont basés sur une extraction liquide-liquide. Nous, on n'utilise pas en fait ce procédé extraction liquide-liquide, et ce qui fait que notre procédé est très robuste pour traiter en fait une variation assez importante de la qualité de la black mass et un taux important des impuretés dans notre black mass. Et il y a justement une question sur l'extraction, c'est la question qui suit. L'extraction, les étapes 1, 2, 3. Arrivez-vous à des degrés, à des puretés, à atteindre une sélectivité suffisante pour chaque étape? Alors, nous, sur la lixiviation, déjà, on arrive à atteindre, selon le métal, entre 90 et 95% de rendement. Et sur nos 3 blocs d'extraction, on est aux alentours de 90% par métal. Je ne sais pas si ça répond à la question. Et après? Et après? La pureté, en fait. Ce qu'on va extraire. La pureté de nos produits? Ça dépend le métal et on arrive à avoir, par exemple sur les sulfates, on arrive à avoir des concentrations à 30 grammes litres en sulfate
et on doit être aux alentours de 200 ppm d'aluminium, par exemple. Juste, je précise que nous, on produit des qualités et grades techniques et c'est avec les partenaires qu'on atteint la qualité et grade batterie aujourd'hui et on travaille à l'échelle labo pour atteindre la qualité batterie. Aujourd'hui, notre produit est grade technique. Mais ça n'empêche pas, avec nos partenaires, de pouvoir intégrer en fait ces qualités-là après en phase de raffinage dans la fabrication des nouvelles batteries. Donc, tout ça, c'est des sujets qui sont en développement. On travaille avec différents partenaires sur la qualité de notre produit. Les partenaires qui sont plutôt positionnés en aval de la chaîne de valeur sur la partie raffinage. Un petit complément de question. En fait, vous faites de l'extraction pour séparer, pour purifier. Est-ce qu'après, lorsque vous précipitez, vous visez aussi un petit peu de précipitation sélective, notamment aux hydroxydes en fonction du pH? Est-ce que ça vous apporte un petit plus sur la pureté qu'on extrait du métal? Bah, c'est sûr que si on joue sur les solubilités, les précipitations des différents éléments, on arrive à purifier le produit. Mais après, le problème, c'est que si on retravaille nos produits, ben, on perd forcément l'élément majeur que l'on souhaite recycler. Donc, nous, ce n'est pas vraiment notre but. D'accord, donc vous préférez viser le rendement après de précipitation de 100%, mais pas de séparation. Oui. Bah, vu que, comme Shabab le disait, nous, on préfère ressortir un produit technique qui sera retravaillé derrière par le biais de partenaires pour insérer la chaîne de production. Notre but, c'est vraiment pas de faire du grade batterie. D'accord. Donc, je poursuis avec des questions. On peut se permettre encore 2 ou 3 questions. Alors que je reprenne ici. Avez-vous testé les matériaux récupérés pour de nouveaux matériaux de cathode et étudié leur performance électrochimique? Non, c'est des projets qui sont en cours aujourd'hui. Donc, on n'a toujours pas fabriqué une batterie à partir en fait, des métaux recyclés, mais c'est quelque chose qui est en cours avec nos partenaires. On travaille pas mal avec différents partenaires sur la qualité de nos produits. On échange des échantillons et on voit comment ça se passe dans leur procédé selon les spécifications demandées par ces clients-là. C'est quelque chose qui est en cours. Une petite question sur les acides, hein, mais au vu de vos réponses, on devine l'acide que... Bon, après, c'est un acide qui est utilisé par, je pense, tout le monde, c'est l'acide sulfurique. Tout le monde fait des lixiviations à l'acide sulfurique, même si on aurait pu le faire à l'acide chlorhydrique. Mais c'est de l'acide sulfurique. Un matériau particulier aussi. Hein, donc, une question sur l'électrolyte. Alors là, je lis ce que l'électrolyte LFP6. Est-ce que, Michel, tu pourrais préciser la question? LiPF6. Oui, mais c'est quoi la question? Qu'est-ce qu'on fait avec? Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'on fait avec l'électrolyte, on le récupère en fait pendant la phase de broyage. Aujourd'hui, on ne valorise pas, mais on a un site qui s'appelle SPR, site Sarpi qui est dans la région nord-est en France et qui est spécialisé en régénération des solvants. Et ça fait partie aussi de nos projets de recherche aujourd'hui. On va récupérer en fait ces solvants pour pouvoir les réutiliser. Donc, ça aussi, ça fait partie de nos projets de recherche aujourd'hui. Alors, une question, votre modèle économique, rentabilité à plus ou moins long terme, est-il adapté ou pourra-t-il s'adapter aux évolutions technologiques de fabrication de nouvelles batteries, sans cobalt, sans lithium, sans nickel? Oui, tout à fait. Et à savoir qu'en fait, notre procédé pour traiter en fait différents types de batteries. Mais si on a une batterie où il n'y a que de lithium dans la cathode, sans nickel et cobalt, en fait, le client doit payer très cher pour récupérer juste le lithium. Donc, techniquement, le procédé marche,
Et par contre, oui, en fait, le procédé est plutôt adapté à la composition chimique NMC. Et on sait que pendant 10-15 ans, on aura des batteries NMC qui vont arriver sur le marché de recyclage. Et donc, ça va être suffisant pour rentabiliser en fait notre investissement aujourd'hui. Mais on s'adapte en fait à l'évolution du marché. On regarde comment le marché évolue. Et on va s'adapter en fait en termes de technologie aux nouveaux types de batteries. On va aborder une des dernières questions avant de passer à la suite. Donc, utilisez-vous un oxydant avec de l'acide sulfurique? Et de façon plus large, est-ce que vous faites une lixiviation oxydante ou réductrice? Non, on n'utilise pas d'H2O2. Pour le moment, on en reste à l'acide sulfurique. Après, on sait que quand on devra atteindre des pourcentages de recyclage de 95%, il faudra sûrement s'y pencher dessus. Mais pour le moment, non, c'est pas le cas. On fait que de l'acide sulfurique. Et toute dernière question, et puis on s'arrêtera là. Donc, vous effectuez un démantèlement manuel des packs. Sera-t-il adapté au volume des déchets attendus? Oui, on fait un démantèlement manuel justement parce qu'aujourd'hui, les tonnages sur le marché ne nous permettent pas d'automatiser cette étape-là. Donc, en fait, investir pour des robots et tout, aujourd'hui, avec le tonnage disponible sur le marché, ce n'est pas du tout économiquement intéressant. Et on pense qu'automatiser le démantèlement, c'est peut-être pas quelque chose qu'on va faire demain, parce qu'on voit de plus en plus des fabricants de batteries et notamment des fabricants des véhicules électriques qui ont déjà des robots pour en fait fabriquer les batteries. Donc, ils peuvent éventuellement utiliser ces robots-là demain pour démanteler les batteries. Donc, on ne va pas se positionner là-dessus aujourd'hui, mais en fait, le jour où le tonnage des packs batteries qui arrivent sur le marché sont conséquents, on peut regarder ce sujet-là qu'on a déjà regardé et on est arrivé à la conclusion qu'avec les tonnages disponibles sur le marché, ce n'était pas économique. J'entends une voix, je ne sais pas si c'est une question, mais bon, et cette fois-ci, toute dernière question. Et s'il y a d'autres questions après, moi je vous invite à échanger avec Madame Teder et Madame Golamifar. Au niveau de l'extraction, vos précipitations primaires sont donc des précipitations de sulfate qui laissent des impuretés dans le jus, oui, traitées en bout de chaîne. Bah oui, en fait, on a forcément une partie des impuretés qui reviennent dans nos produits et qui sont du coup dans nos hydroxydes fabriqués. Mais pour le moment, on travaille, ce que disait Shamam, on essaie de voir avec des partenaires quelle qualité ils voudraient et quelle impureté ils ne pourraient pas accepter dans leur process. Et ensuite, la majorité des impuretés, donc que ce soit l'aluminium ou le manganèse, est récupérée en bout de chaîne et puis est traitée en précipitation avec de la chaux ou de la soude. Voilà. Très bien, merci. C'est vrai que tous ces milieux complexes posent beaucoup de questions, donc on pourrait poursuivre un petit peu. Je vous remercie encore pour votre présentation, pour votre intervention dans ce séminaire.